Mesdames et messieurs, venir en Corse, ça revient cher. C'est pour ça que nous avons de la pub. Ça remplit les caisses et ça nous permet de mieux vous accueillir. Monsieur Calvois, monsieur le délégué ministériel, alors j'allais dire monsieur le maire, j'allais dire monsieur le conseil exécutif de Corse, j'allais dire messieurs les conseillers, messieurs les députés, ils nous ont tous dit qu'ils venaient. Mais peut-être sont-ils dans la salle. Non, mais bon, certainement que la journée n'est pas finie et qu'on aura peut-être l'occasion de les rencontrer. Nous avons quand même le représentant de la DRAF qui est là, Madame Lefebvre également, la présidente du FAPSA, Monsieur le président de la MSA. Il y avait ce matin, je crois qu'elle est encore là, Madame la présidente du CRPF. Alors donc, et j'en oublie certainement, j'ai vu également le représentant de la direction du Crédit Agricole. Nous avons... Donc, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les congressistes, nous en arrivons à la fin de ce congrès. Ce congrès voulu en Corse, voulu dans un endroit inhabituel pour nous, un congrès qui était parti sur la base de la préservation de l'environnement, de l'économie, de tout. Et l'économie, on n'en a pas parlé assez. On va en reparler. D'abord, si je fais le topo un peu des tables rondes que nous avons eues, je recommencerai par celle de ce matin. Ce matin, où nous avons vu des entreprises sur la Corse, des entreprises du continent, mais des entreprises également de Corse, une situation de la forêt en Corse. Alors, sur ce qui est agriculture, et en particulier viticulture, vous avez bien vu, la zone agricole en Corse, c'est 10% de la surface. Et c'est 50% de cette surface agricole de 170 000 hectares qui représente 50% qui représente la viticulture. Donc c'est énorme, la viticulture. Et l'expression ou la réussite, parce qu'on peut dire que c'est une réussite, d'une entreprise du continent qui est venue travailler en partenariat avec les structures de l'île, eh bien c'est au service de la viticulture, au service de l'économie de la Corse. Et on a bien compris ce matin qu'il y a un deal profond entre les capacités entrepreneuriales que nous pouvons avoir et l'économie corse. Je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons vu également une photo de la forêt. Oh, on s'attendait à autre chose. Il semblerait qu'il manque un peu de professionnalisme. Il semblerait qu'il manque peut-être une structure, peut-être comme le disait François ce matin en conseil d'administration, une structure un peu EDT qu'on pourrait peut-être travailler pour le secteur forêt et le secteur agricole ici en Corse. Encore faudra-t-il qu'on trouve des entrepreneurs qui sont sur place pour essayer d'être meneurs de notre structure. Mais c'est vrai, pour en avoir parlé, on avait fait une petite réunion avec le secteur forêt en Corse il y a quelque temps, et c'est vrai qu'il y avait peut-être un manque d'organisation parce que tout y est. Et on a bien vu l'exploitation du bois pendant des années, elle a été très importante, et depuis quelques années, elle s'est tassée. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les structures forestières, les propriétaires forestiers, les collectivités territoriales, et certainement que la prestation de services que nous pouvons apporter peut peut-être générer une économie supplémentaire dans cette belle île qu'est la Corse. Donc la Corse, nous l'avons parlé ce matin, nous l'avons vu avec les entreprises. Nous l'avons vu également avec un journaliste. Oh d'accord, je l'ai entendu parler. Le journaliste, il avait un très bon propos, il avait un très bon discours, mais il le lisait, alors on avait l'impression qu'il manquait de ténacité. Et pourtant, quand on écoutait bien ses mots, bien ses phrases, il nous a tout dit de la Corse. Il nous a dit pourquoi les Corses sont révoltés à un moment donné. Il nous a parlé des 200, 300 ans et 400 ans en arrière, toute l'histoire de la Corse et de la vie de la Corse. Il nous a parlé avec amour. Et également, il a fini par la politique. Alors c'est vrai qu'il s'est accentué 3 ou 4 pages de ses propos sur la politique actuelle. Est-il objectif, est-il réaliste? Réaliste, je pense. Objectif également. Mais derrière, c'est vrai que la Corse a tout un cheminement. Et on a eu aujourd'hui le plaisir d'avoir en face une personne qui nous a donné son point de vue. Certes, un journaliste a toujours un point de vue, mais je pense que c'était quand même une réalité et que ça nous permet à nous d'avoir notre propre jugement et non pas un jugement par l'intermédiaire d'un quelconque journal sur le continent. On a pu donc palper nous-mêmes l'histoire de la Corse, la politique de la Corse et l'économie de la Corse. Et ça, c'était une bonne chose. Ces tables rondes ce matin avaient cet esprit-là.
là, c'est une réussite aussi. Ensuite, on a eu hier une intervention très intéressante. Et l'interpellation que nous a donnée notre intervenante sur, bien sûr, elle est dans la recherche, mais la recherche, et pour répondre un peu aux interrogations que nous avons, la recherche, bon, ce sont des scientifiques. Ils font avec ce qu'ils ont, et ils essaient de contrôler tout ça. Et avant de donner des leçons, eh bien, c'était l'occasion pour elle de venir partager un peu son point de vue et d'avoir des réceptions de nous-mêmes pour voir si on le percevait de la même manière. Et surtout, quand on ne le reçoit pas de la même manière, pourquoi il faut aller dans un sens plutôt que dans l'autre. C'était un peu les propos qui étaient tenus hier. Et je pense que nous, entrepreneurs de travaux agricoles, entrepreneurs de travaux ruraux, entrepreneurs de travaux forestiers, nous sommes plus en vue, plus en pôle d'action pour pouvoir interpréter les propos de madame et surtout aller les amener un peu plus loin, ou du moins les démystifier. Puisqu'il y a des moments où on se pose des questions, on se dit, mais ce sont des chercheurs, et c'est un peu les propos que nous avions cet après-midi. Ce sont des chercheurs, ils proposent, ils vont faire, mais enfin non, c'est nous qui faisons derrière et c'est nous qui sommes obligés de tenir compte de tout ça, tout en ayant une rentabilité économique pour nous, entrepreneurs, mais surtout également pour nos clients. Puisque si la rentabilité de nos clients n'y est pas, eh bien c'est nous, on ne sera plus là non plus. Donc il est important de pouvoir faire ces évolutions qui sont faites par rapport au changement climatique. Bien sûr, il y a toujours eu des tempêtes, bien sûr, il y a toujours eu des inondations. Mais quand même, il faut constater que depuis 30-40 ans, les 2 ou 3 degrés de plus que nous avons continuels, il y a toujours des poussées, il y a toujours des points faibles, mais dans la régularité, ces 2 ou 3 points, il ne faut pas les prendre sur 30 ans, sur 40 ans, mais imaginez cette progression-là sur 300 ans. 300 ans, ça va faire 10, 12 degrés de plus, peut-être si on fait rien, ou du moins si on ne fait pas attention à ce changement. Ça veut dire qu'on a les Pyrénées, enfin les petits cols, ils n'auront plus de neige peut-être. Ça veut dire que fini les vacances à la neige, on ira en Corse, mais bien qu'en Corse, il y a eu de la neige encore il n'y a pas trop longtemps, et bien peut-être qu'ils n'auront plus du tout de neige aussi. Alors tout ça, c'est peut-être à tenir compte, mais sur un plus long système. Mais bien sûr, nous, et la table ronde de cet après-midi, il était un peu là-dessus, on a fini par faire parler le monsieur de l'ADEME sur les problèmes de matériel et tout ça. C'est vrai que autant le changement climatique, il faut le voir sur un siècle, 2 siècles, que la mécanisation, c'est dans les 20 ans, voir comment il va falloir faire. Et ça sera plus court. Ça sera plus court, et si on regardait 20 ans en arrière, en 1998, ce qui se passait. 1998, quand vous prenez la revue de notre fédération nationale, qui s'appelait à ce moment-là ETA Magazine, non, c'est pas ça. Si. Cette revue-là, on parlait de la taxe de l'eau. C'était dans ces années, la fin des années 90, où on a taxé les agriculteurs avec l'eau, les agences de l'eau qui nous ont mis les compteurs au niveau de tous les forages. Tout ça pour pouvoir avoir de l'eau, résoudre les problèmes de flotte, mais surtout en consommer moins. Quelle est la position que nous avons aujourd'hui? C'est la même. C'était le début un peu des nouvelles technologies embarquées dans nos machines. Maintenant, nous avons des iPhones et nous commandons notre matériel de par l'iPhone. Qu'est-ce que ça sera demain? Alors c'est vrai que toutes ces technologies, elles sont de par nos constructeurs. Nous, demain, nous avons besoin de réfléchir avec quel matériel nous allons travailler. Oui, il a été préconisé. Il y a des endroits dans les Landes où il y a une plaine de 30 hectares qui a été couverte par des panneaux photovoltaïques et il y a des cultures dessus. Alors c'est plutôt des cultures particulières, du ginseng, ça peut être des annites, ça peut être certaines choses parce que ça ne voit pas le soleil. Alors c'est vrai que la photosynthèse normale d'une culture, c'est de voir également le soleil. Alors ça pourrait poser problème derrière. Faut-il vraiment cultiver sur des panneaux photovoltaïques et adapter du matériel pour ça? Peut-être. Je n'y avais pas trop pensé. Mais derrière, parce que moi je ne suis pas chercheur aussi, mais derrière, le partage qui se fait, c'est par l'utilisation du matériel. Quel matériel demain? Il y a une loi qui est passée la semaine dernière pour pouvoir permettre aux constructeurs automobiles de vendre
ou du moins de laisser circuler des voitures sans conducteur. Je crois que c'est passé la semaine dernière ou il y a 15 jours, parce que vous savez qu'une voiture a le droit de circuler sur la route qu'à condition qu'elle ait un chauffeur qui est en capacité de conduire. Donc il a fallu modifier la loi pour pouvoir pratiquer les nouvelles technologies, les nouveaux véhicules sans chauffeur. Mais ça existe, autant vaut-il mieux en profiter. Donc ils ont modifié la loi. Ce n'est pas en 2019 que nous aurons une plénitude de voitures sans chauffeur. Mais derrière, à partir du moment où on met le nez dans l'engrenage, le doigt dans l'engrenage, c'est que demain, on aura certainement, quand je dis demain, dans 20 ans, on aura, et peut-être bien avant, on aura beaucoup de voitures qui seront sans chauffeur et on y sera dedans. Et on aura confiance parce qu'on aura récupéré la confiance. Si je parle de la voiture, on peut parler du tracteur. Il y a quelques marques de tracteurs qui ont travaillé et qui travaillent sur un tracteur sans cabine. Sans cabine parce qu'il n'y a pas besoin de chauffeur. Alors vous avez le tracteur et c'est plutôt un carré ou un rectangle, il n'y a pas la cabine, donc ce qui fait que, et ça peut permettre, de par les tableurs et les testeurs qu'ils ont, de pouvoir travailler dans un champ sans problème. Maintenant, pour aller sur la route, ça n'est peut-être nôtre. Ces évolutions qu'il y a avec le machinisme, eh bien, on doit y être dedans. Et je crois qu'il y a beaucoup de régions de France qui ont des clusters machinisme ou des clusters d'autres choses et tout ça. Ce sont des lieux de rencontre où on échange et qu'on se donne les capacités de pouvoir mettre en avant nos expériences de pratique sur le terrain et avec des ingénieurs en face ou des constructeurs qui ont vraiment envie de voir comment on peut retravailler tout ça. Vous savez, dans les 20 dernières années, notre préférence était sur du raw matériel. Qui n'avait pas le plus raw matériel? Le voisin l'a acheté, moi il faut que je l'achète et si je peux acheter le modèle au-dessus, c'est bon. Et on en arrivait à des situations où le parcellaire ne correspondait pas à la grandeur de la machine. Où la machine rentrait dans un champ, demi-heure après, elle avait battu les 1,5 hectare parce qu'il n'y avait pas 20 hectares sur la même parcelle. Mais par contre, la grosse machine, elle y était. Et c'est vrai qu'on va revenir peut-être un peu en arrière. Et certains d'entre vous, quand on calcule bien les coûts à l'hectare par rapport à un amortissement et par rapport à la consommation de carburant, et on y reviendra, et c'est vrai que peut-être qu'on va revenir sur du matériel plus sobre, du moins plus adapté au parcellaire que nous avons, tout en ayant les mêmes capacités. Vous vous souvenez, et vous connaissez le slogan pour la voiture, elle est petite, mais elle a tout de la grande. Et c'est vrai que toutes les technologies embarquées que nous avons dans les voitures, toutes les technologies embarquées que nous avons dans nos engins, qu'ils soient tracteurs, moissonneuses ou autres, sont des technologies qui sont autant sur le petit tracteur, sur le petit engin, sur la petite machine, que sur la grande. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de progrès. On va aller vers là. On va aller également, nous, prestataires de services, vers l'accompagnement du circuit des méthaniseurs. Vous en avez parlé, des méthaniseurs. C'est vrai qu'il y en a peut-être, je crois, 400 ou 500 en France, mais on en parle qu'il y en aura 3000 dans 10 ans et qu'il y en aura beaucoup plus. Si on suit le progrès qui s'est fait en Allemagne, c'est vrai qu'il y aura peut-être 5 000 à 6 000 méthaniseurs au niveau de notre territoire. Quand je dis France et Corse y compris, bien entendu. Mais derrière, ça veut dire aussi qu'il va falloir apporter du produit, il va falloir travailler ce produit. Ça peut être également des actions par rapport à des entrepreneurs. Et je sais que dans certains coins, des entrepreneurs alimentent tous les méthaniseurs qui sont dans le secteur. Alors tout ça, nous, il faut qu'on cherche la prestation de services, il faut qu'on cherche la rentabilité. Et la rentabilité que nous pouvons apporter, ou l'entente que nous pouvons avoir avec nos clients agriculteurs, elle doit se retrouver là dans une complémentarité. Il est bien entendu, nous, on peut investir que quand on a le client en face. Et l'agriculteur, il a compris, ou il commence à comprendre sérieusement que ça ne sert à rien d'acheter du matériel et de le laisser sous le hangar. Quand il fait son compte d'exploitation, il n'est plus dans les bénéfices des années 90 et autres. Aujourd'hui, le prix des céréales et les prix des produits, malheureusement, qu'ils produisent sont vraiment tendus. Et pour 2 ou 3 catastrophes atmosphériques qui peuvent se succéder, on a un désastre économique dans ces exploitations. Donc, autant l'assurance climatique
est un intrant au niveau du compte d'exploitation qu'il va falloir assumer et que les exploitations agricoles s'assurent pour toutes les productions qu'elles fassent, et autant parce que c'est important pour nous, parce que s'il y a une catastrophe climatique ou autre qu'on ne peut pas nous payer par la suite pour le travail que nous avons fait dans la mise en place de la culture, s'il y a l'assurance, on peut retrouver un peu d'argent, mais surtout, l'exploitant agricole va tenir, il va passer l'année, 2 années peut-être. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit tous les ans, mais c'est vrai, l'assurantiel doit devenir comme le phyto, ou comme l'engrais, ou comme les apports que l'on fait normaux pour avoir de la production, doit devenir un intrant normal dans un compte de gestion d'une exploitation agricole. Ça servira à l'entrepreneur de travaux agricoles. Mais c'est vrai aussi qu'il faut travailler dans un partenariat, voir avec eux. Il y a des points où nous pouvons évoluer. Sur la météo, sur les tendances et tout ça, la discussion, on peut l'avoir avec eux. On peut se faire des groupes d'agriculteurs avec nous, entrepreneurs, pour essayer de conserver cette clientèle et d'apporter, de trouver des solutions ensemble. C'est à nous de le faire, pas nous individuellement en tant qu'entrepreneurs, mais à nous collectivement, entre entrepreneurs et entre surtout agriculteurs, essayer de regrouper tout ce monde-là. Ça sera intéressant et on inversera un peu la mentalité qui peut être, qui dit, et nous l'avons argumenté pendant très longtemps, un homme, une machine et un savoir-faire. Aujourd'hui, il va falloir le savoir-faire et l'homme. La machine, demain, elle sera là, certes, mais elle sera aujourd'hui, c'est une machine, demain, ça sera une autre. Alors, je veux dire par là que les productions peuvent changer. Je veux dire par là que le matériel, il faut bien l'anticiper avant pour qu'il soit productif et rentable. Ça ne sert à rien, que je le disais tout à l'heure, d'avoir le raw matériel. Mais derrière, on revient sur un point. On revient sur le point de la rentabilité. La rentabilité, il faut qu'on la tienne de tous les bouts. Certes, on est prêt, mesdames et messieurs, à faire le bon investissement pour servir nos clients. Certes, on est prêt à choisir les bons éléments. Certes, on est prêt à travailler avec les constructeurs pour diminuer peut-être la puissance du tracteur de vent en ayant derrière des machines qui demandent moins de résistance tout en faisant le même travail. Mais arrêtons, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, arrêtons, et c'est là que je me tourne vers vous, parce que vous êtes venus pour chercher nos doléances aussi, arrêtons de nous faire croire qu'on veut tirer vers le haut alors que le gouvernement fait tout pour nous tirer vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? En 6 mois, en 1 an, nous avons des obligations qui nous sont faites. On a des obligations avec l'application des produits phytosanitaires. Et nous avons, nous, la Fédération nationale, accompagné nos entreprises pour qu'elles prennent ces capacités, pour qu'elles acceptent d'abord et qu'elles se mettent en phase pour pouvoir appliquer en prestation de services des produits phytosanitaires. Certes, en faisant cela et en s'engageant, ils ont vu également les possibilités de diminuer les molécules et de diminuer les produits dedans. Et on s'est tous penchés sur le problème et c'est pour ça que nous sommes reconnus avec une certification d'entreprise. En passant de 50 000 € à 100 000 € les possibilités à un agriculteur de faire de la prestation de service, on a démoli tout ce travail. On a nivelé vers le bas. On a en ce moment des agriculteurs qui vont faire de la prestation de service, et en particulier sur l'application de produits phytosanitaires, mais sur d'autres prestations de services également, sans regarder les obligations qui sont avec l'application, le certificat d'application, il est obligatoire pour l'application. Et on ne peut pas le faire sur un prétexte d'entraide qui est une fausse entraide. On est en train de niveler vers le bas. On a obligé les entreprises de travaux forestiers à faire des déclarations de chantier. Je crois que c'était une bonne chose. On y est allé en marche arrière aussi. Mais les pépins, ils sont toujours là. On a beau tout faire pour éviter l'accident, il peut arriver. À partir du moment où on fait une déclaration de chantier, eh bien c'est vrai que c'est facile par la suite aux secours, aux intervenants extérieurs, à tout le monde d'aller à la recherche et de retrouver l'accident là où il a été, de par la déclaration de chantier que nous avons faite. Eh bien, c'est formidable. Ces déclarations de chantier, je l'ai déjà dit à cette tribune, ces déclarations de chantier elles ne servent qu'à une chose,
à la directe, à venir nous voir, parce qu'avec le papier, comme quoi nous avons déclaré le chantier, parce qu'on met le plan aussi, parce qu'on n'est pas fou, quitte à se faire mettre un PV, on met le plan pour qu'ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir en disant, oui, oui, on est venu parce que vous avez déclaré ce chantier, on veut voir si vos salariés sont en règle. Comme si nous, on a envie de ne pas déclarer nos salariés, comme si nous, on a envie de jouer le jeu des obligations que nous avons pour se faire taper dessus. On en a marre parce que ces mêmes personnes, et c'est pareil pour l'Adréal quand elle va contrôler les entreprises qui sont en application de produits phytosanitaires, on en a marre d'être nous qui déclarons les gens qui sont contrôlés et qui passent ces agents-là devant d'autres entreprises qui ne sont pas déclarées et on leur dit rien. On en a marre, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une bonne chose. Et là, on peut tirer la profession vers le haut, mais ne nous aidez pas à la tirer vers le bas. Vous nivelez vers le bas et on ne peut plus l'accepter. Autre point, le carburant. Oui, le carburant augmente. Il a pris 30-40% depuis un an et ça devient insupportable. On commence à avoir des factures de carburant mensuelles de GNR, puisqu'on peut encore l'appeler GNR, qui montent. Et certes, le gouvernement... Là, on peut dire qu'il n'y est pour rien, c'est la production qui gère ses prix. Soi-disant que ça baisse un peu cette semaine, moi, j'y crois pas. Par contre, les taxes, ça, c'est le gouvernement. Et quand on voit qu'on veut remettre en cause la TICPE, là, notre récupération des taxes qui sont greffées sur le brut, il y a toujours un brut quelque part, le brut du pétrole, la sortie du produit que nous avons, du carburant, on met une taxe, et cette taxe-là, on peut récupérer 8 centimes, je crois, maintenant, on peut la récupérer, et soi-disant qu'on ne pourra plus. On est en train de grignoter cette récupération. Alors, bien sûr, pour les agriculteurs, mais avec tout le respect que je dois aux agriculteurs, et je fais allusion, bien entendu, au représentant de la FNSEA qui est ici, et qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours, mais j'y fait allusion hier, j'ai refait allusion aujourd'hui, et demain, on veillera à ne pas le mettre à l'eau, parce que là, avec son pied, il va couler. Donc, c'est pour détendre. Mais derrière, si on nous supprime cette TICPE, si ça fait que 500, 600 euros jusqu'à 1000 euros pour un agriculteur, pour nous, entrepreneurs, pour beaucoup d'entre vous, c'est 5, 10, 15, 20 000 euros, peut-être plus, qui sont en récupération et qui nous permettent de faire l'équilibre financier de nos entreprises. Arrêtons d'obliger à consommer du carburant, parce que derrière, et je vais revenir sur le glyphosate, on veut bien sûr diminuer, peut-être supprimer les produits phytosanitaires, mais il faut trouver quelque chose pour le remplacer. Alors c'est vrai qu'un turnover de culture peut aider à éviter les adventices, mais derrière, quand on passe à la herse, quand on passe de nouvelles bineuses, quand on passe de nouveaux engins qui certes peuvent faire du très bon résultat, eh bien c'est un tracteur de vent et c'est du carburant. Donc on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement veut nous faire consommer un peu plus de carburant pour nous faire payer un peu plus d'impôts, puisqu'on ne récupérera plus la TICPE. Et il y a également quelques énarques à Bercy qui réfléchissent. Il y a une grande différence entre le gasoil, le GNR, et le gasoil blanc. Et il y a quelques énarques qui commencent à dire on va faire comme en Allemagne. En Allemagne, il n'y en a qu'un, c'est le blanc. Donc, on va mettre que du gasoil. Et c'est-à-dire qu'on va nous surtaxer notre GNR. On voudrait surtaxer notre GNR. On voudrait nous mettre 10, 20, 30 euros de taxes supplémentaires. On ne peut pas supporter. L'économie agricole ne peut pas le supporter. Les exploitations agricoles ne peuvent pas, aujourd'hui, se permettre de repayer encore des impôts par le biais des qui sont truchés par la fiscalité agricole, par la fiscalité du carburant. On ne peut pas remettre une cause. Là aussi, il faut qu'on se batte. C'est pour cela, mesdames et messieurs, les entrepreneurs qui êtes ici, qui êtes disséminés dans tout le continent français, et il y en a quelques-uns en Corse, n'hésitez pas, dans les jours qui viennent, il y a des organisations agricoles, de production agricole, quelles qu'elles soient, allez avec eux, manifester pour continuer à récupérer cette TICPE. Je sais qu'il y a des choses qui sont organisées. Tout seul, on ne représente pas grand-chose, mais allez avec le volet de EDT et bien identifier EDT, allez vous manifester sur la rue, que les pouvoirs publics comprennent la dangerosité du système qu'on est en train de mettre en place. Et je compte sur vous pour que vous y soyez.
Ça nous aidera également. Ça nous aidera à récupérer également d'autres choses. On a parlé tout à l'heure, on a parlé d'apprentissage avec les jeunes qui sont venus, et vous l'avez vu, M. Callois, les jeunes qui sont de Saly-Verlette, mais comme les jeunes qui viennent de tous les centres de formation de France et de Navarre. La réforme de la formation professionnelle, j'avais peut-être besoin de la faire. C'est dommage, parce qu'on change souvent de gouvernement, et chaque gouvernement fait une réforme de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train de réformer ce qui n'a pas été encore complété de la précédente réforme. La précédente réforme est en exploitation, est exécutée là maintenant. Là, on l'avait depuis un an, là. Ça y est, c'est tout foutu en l'air. On remet en l'air tout, on remet en l'air le financement, on remet en l'air les approches de formation que nous pouvons avoir, et on met en l'air également le système d'apprentissage, du moins le financement du système de l'apprentissage. Et moi j'ai peur. J'ai peur que les jeunes que vous avez vus ce matin, qui ont une volonté d'apprendre notre métier, mais c'est pareil pour tous les métiers, qui ont la volonté d'apprendre notre métier, qui ont la volonté de vivre dans un système où ils sont à l'école et qui sont dans l'entreprise, demain que les centres de formation n'aient plus les moyens financiers pour pouvoir suivre cette évolution de formation. À quoi ça sert, mesdames et messieurs les constructeurs, à faire des machines avec des technologies embarquées, si demain, les jeunes, les gosses qui sortent de nos écoles que nous avons voulu et que nous gérons dans le brillet des conseils d'administration, soient dans l'incapacité de les mener parce que l'école n'a pas pu acheter le matériel qui a les nouvelles technologies, n'a pas pu s'équiper avec de nouveaux matériels. Ça ne sert à rien pour nous entrepreneurs qu'un jeune qui sort de l'école, on soit obligé de le récupérer pendant 1 an, 2 ans, avant qu'il soit vraiment rentable au niveau de l'entreprise. On ne peut pas se permettre, nous, de mettre sous les fesses d'un tracteur, d'un jeune, un tracteur de 100, 200, 300 000 euros, une moissonneuse-batteuse de 500, 600 000, une tête à l'abattage de 500 000, un porteur de 400 000. On ne peut pas se permettre de mettre un jeune en place s'il n'est pas rentable dès le départ. Et là aussi, je crois que la réforme telle qu'elle est faite, elle a peut-être cet handicap du développement que l'on pourra mettre et de la métamorphose qu'il pourra y avoir dans ce financement des centres qui sont certes appuyés par les régions. Et moi, là-dessus, je suis assez d'accord avec les propos d'Alain Rousset. Bon, vous connaissez un peu mes relations avec lui. Cet homme qui a une grande appartenance à l'apprentissage et qui a, au pied de sa région Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine, maintenant mis beaucoup d'argent, comme le font d'autres présidents de région qui ont bien vu que c'est l'apprentissage qu'il faut faire. Et je crois qu'on est en train de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat. Et nous, que cela soit les employeurs ou que cela soit les délégations syndicales de salariés, on a une forte crainte par rapport à cette réforme. Et je vous en prie, essayez de faire le maximum là-dessus. Donc, mes propos, ils sont là. Ils sont par rapport à tout ce que peuvent dire ou faire croire nos députés. Ils ne sont pas là, c'est dommage. Mais c'est vrai que quand on prend la décision, parce qu'on a un client qui dit qu'avec 50 000 euros, il devrait faire plus de chiffre d'affaires, le député, il a dit oui, je présente un amendement. C'est vrai que le gars, il va être content, il a gagné un électeur. 6 mois après, même pas, je veux dire 6 mois après, 15 jours après, eh bien, le député qui a réussi à déposer son amendement, qui a réussi à le faire passer, eh bien, il est passé à 100 000 et maintenant, c'est le même député. Après les interventions locales de nos amis Alain Hierle et Patrice Gauquelin, pour les avoir rencontrés, les deux qui ont déposé, eh bien, ils ont demandé eux-mêmes, avec une autre liste de députés, à déposer un autre amendement dans la loi qui se discute aujourd'hui, pour revenir à 50 000 plutôt que 100 000. Ce sont les mêmes, ils se sont aperçus de leur erreur, de l'erreur économique de la chose, et donc ils ont voulu revenir à l'arrière. Vous voyez, on peut travailler. Eh bien cet amendement, autant l'autre, il a été pris, alors on ne sait pas comment, eh bien cet amendement qui a été déposé, il n'a même pas été examiné. Il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas. On va dans un sens, très vite. Et quand on a rencontré le ministre, qu'on a expliqué ça, il a dit « Oh, c'est une affaire de députés ».
Mais non, ce n'est pas une affaire des députés. À partir du moment où ça a été voté, c'est une affaire du gouvernement. Et le gouvernement, il faut qu'il ait le courage de regarder en face que le doublement de ce seuil d'activité de 50 à 100 000 euros est désastreux pour les entreprises, mais est désastreux également pour le principe de travail, la concurrence, mais également sur les problèmes de phytosanitaires ou autres, puisque d'un côté, il y a les certifications pour travailler, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc je crois qu'il faut continuer à travailler. Alors on nous dit qu'il faut le représenter dans la loi fiscale qui va se poser, mais quand ça a été il y a 2 mois, non, c'était avant Noël, quand ça a été déposé avant Noël et qu'ils l'ont voté le soir du réveillon, peut-être, ils étaient déjà fatigués ou ils pensaient au réveillon, eh bien, ceci veut dire qu'on aurait pu le redéfaire aussi facilement. Donc maintenant, il faudrait attendre une loi fiscale. On va faire des amendements, on va s'entourer de députés et on va essayer de prouver que c'est une erreur de développer comme ça. On tue un secteur d'entreprise et on ne résout pas, pour le moment, le secteur de l'exploitation agricole, car je pense qu'ils ont un autre problème. Les exploitants agricoles, c'est peut-être le statut, c'est peut-être autre chose, mais ce n'est pas de développer de l'entrepreneuriat, disons, déguisé par derrière leur exploitation. Mon cher Joël, tu peux répéter ça à Madame Lambert, ce n'est pas un problème, c'est exactement les termes que j'ai tenus au mois de février lorsque je l'ai rencontré. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont je voulais vous parler pendant une petite demi-heure, parce que je sais que M. Callois a peut-être des réponses à donner, mais il a également, par rapport au thème de notre congrès, une orientation également à nous suggérer. Moi, je voudrais, je reviendrai, ça ne se fait pas, hein, M. Callois. Après la personnalité, on ne reprend pas la parole. Mais je serai obligé de la reprendre pour remercier certaines personnes de l'organisation du congrès. Mais je voudrais surtout vous remercier à vous tous, dès maintenant, pour le sérieux que vous avez voulu apporter. Oui, les débats, ils s'enveniment un peu. Des fois, ils s'enrichissent de par la salle, et c'est comme ça qu'on fait avancer le Schmilblick. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir l'unité pour être tous derrière, pour défendre notre profession, parce que notre profession, elle est bien entrepreneur de travaux agricoles, entrepreneur de travaux ruraux, entrepreneur de travaux forestiers, c'est-à-dire les entrepreneurs de territoire. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président pour vos propos très clairs. J'aime beaucoup la clarté. J'ai travaillé toute ma carrière avec des chefs d'entreprise et donc c'est toujours très important d'avoir ce retour vraiment direct de comment les entreprises vivent, comment est-ce que l'État peut aussi les aider en fixant le cadre le plus adapté à leur épanouissement. Alors, tout d'abord, je voudrais présenter les excuses du ministre de l'Agriculture qui avait prévu initialement de venir, et donc Madame Catherine Gélin-Lanéel, qui est directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, m'a demandé de faire ces quelques mots de conclusion. Donc, tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de venir parmi vous. Alors, il se trouve que j'étais dans ma carrière, dans mon poste précédent, j'ai un petit peu travaillé avec votre fédération puisque je me suis un petit peu intéressé au bois énergie. Aujourd'hui, je suis responsable d'une petite cellule transversale qui vise à développer toutes les thématiques aval. Et en fait, quand on dit thématique aval, on pense agroalimentaire, d'ailleurs c'est dans mon intitulé, mais en fait de plus en plus on travaille en transversalité complète parce qu'on travaille sur tout l'environnement de l'exploitation agricole, qu'il s'agisse des fournisseurs, des prestataires de services, de l'aval, pas que agroalimentaire, de la forêt et de la bioéconomie. J'y reviendrai un petit peu. Donc c'est vraiment très important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir d'entendre vos réflexions parce que c'est dans votre titre, vous êtes sur les territoires, vous incarnez la terre. Et alors dans ma carrière, j'ai également fait une thèse en économie où j'avais écrit en préface une citation que j'aime beaucoup de Nietzsche qui dit « Mes frères, restez fidèles à la terre, ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Ramenez comme moi la vertu égarée sur la terre, oui, ramenez-la vers le corps et la vie afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. » Alors je vois cette citation que j'aime beaucoup, elle est très adaptée à votre secteur, mais aussi elle est très adaptée à la situation actuelle. Aujourd'hui, on est en mutation, on l'a vu, mutation climatique, mutation technologique qui offre des potentialités inouïes. Et parfois, on a l'impression, et beaucoup d'entre nous, on a ce réflexe, tout est dans le smartphone, on est complètement dans un monde un petit peu éthéré, on a l'impression d'être connecté au cosmos, mais en fait, on oublie d'où on vient, on oublie qui on est, en fait, on oublie que sans toutes les infrastructures
toutes nos technologies ne valent plus grand-chose et qu'en fait, la vraie valeur, elle est dans l'humain et dans ce lien à la terre que vous incarnez. Alors, vous êtes ancré dans les territoires. Les territoires, c'est à la fois les paysages que vous modelez, c'est l'ensemble des acteurs du monde rural. Vous êtes en connexion avec les acteurs qui sont pour beaucoup privés, mais aussi les acteurs publics. Et vous jouez un rôle important dans le développement de nouvelles formes de valorisation des ressources issues de la biomasse et ce nécessaire décloisonnement entre les différentes activités que constitue la bioéconomie. Et j'en dirai quelques mots. Vous êtes un secteur dynamique, hein, vous êtes un secteur donc, qui évolue positivement. Ça témoigne que vous rendez un service qui est fiable, qui est de qualité. Vous êtes un secteur caractérisé par une grande technicité et ça a été évoqué à multiples reprises. C'est aujourd'hui ce qui vous caractérise, professionnalisme, technicité, fiabilité. Et il y a aussi tous les défis qui vous attendent demain. Alors cette notion de performance, hein, elle est vraiment au cœur de la politique du ministère de l'Agriculture. Souvent, on oppose un petit peu les deux ministères, agriculture, écologie. En réalité, la performance, il faut la penser globalement. Et donc, lorsque le ministère a réformé son organisation en 2015-2016, il a voulu créer une grande direction, qui est la DGPE, Direction de la performance environnementale et économique des entreprises, pour montrer que ce n'était pas seulement une contrainte, l'environnement, ça doit aussi devenir une source de performance. Alors, j'entends toutes les réserves qui peuvent être exprimées en disant, bon, c'est d'abord des réglementations, c'est des taxes également. C'est pas que ça, et en tout cas c'est le pari du ministère, et en particulier lorsqu'il va aller négocier la future PAC à Bruxelles, de faire en sorte qu'au maximum les préoccupations environnementales puissent être des sources de performance. Alors l'agriculture, l'ensemble des secteurs autour de l'agriculture, donc aval, la forêt, la valorisation des coproduits, sont en pleine évolution. Alors c'est un truisme de le dire, mais pour le coup c'est vraiment vrai, hein, je dirais, c'est-à-dire que on est sur une phase d'évolution assez forte parce que la société est soumise aux effets du changement climatique, à la mutation numérique. La société n'accepte plus que l'agriculture soit prisonnière d'une logique de fuite en avant où on regarde uniquement à la compression des coûts. Alors j'entends bien vos différentes doléances, vos remarques que j'ai évidemment qui sont vraiment très concrètes. Et donc c'est pour ça que c'est important de vous entendre. C'est un des aspects importants du problème, mais l'aspect fondamental, c'est qu'on est sur un modèle qui était basé sur une fuite en avant. C'est-à-dire toujours plus de baisse des coûts, toujours plus de baisse des coûts imposés essentiellement par l'aval d'ailleurs, parce que c'est bien ce qui a fondé la réflexion qui est en cours sur les états généraux de l'alimentation. Et une volonté quand même pour le ministère de voir des modèles un petit peu décalés et de voir comment est-ce qu'on peut recréer de la valeur autrement. La société n'accepte plus cette logique purement d'homogénéisation et de voir en parallèle que malgré tous les crédits qui sont injectés dans l'agriculture, on a de plus en plus de détresse dans ce milieu. Alors, la volonté de lancer les états généraux de l'alimentation, c'était d'inaugurer un changement systémique. Changement systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un modèle qui arrive en bout de course. Il faut penser l'ensemble du système. Et le problème, c'est que si un acteur bouge tout seul, il sera forcément perdant. Lorsque vous évoquez, bah oui, si on taxe un petit peu plus le carburant, si on augmente les réglementations environnementales, forcément, ça va mettre les agriculteurs en difficulté. Donc il faut changer l'ensemble du système pour revenir dans une logique vertueuse. Et il faut, le premier message, et c'est ça qu'a martelé le président de la République lors de la conclusion des États généraux, c'est repenser en fonction du marché. C'est-à-dire que le marché, il y a des potentialités non explorées. Alors évidemment, il y a que quelques démarches très emblématiques, type « c'est qui le patron ?» Il a montré, donc, alors aujourd'hui c'est des petits volumes en pourcentage, mais il a montré que si on construit quelque chose avec les consommateurs, ils sont prêts à payer plus de leurs propres faits. Et on peut en remonter la chaîne et avoir une logique qui soit à la fois vertueuse d'un point de vue de la qualité du produit et de la rémunération. Alors, le postulat à la base des États généraux, c'était que ce n'était pas quelque chose d'isolé, pas quelque chose de marginal, pas un truc de bobo en disant bah oui c'est sympa, on va le payer un peu plus cher, il y a un beau logo dessus qui dit que l'agriculteur est mieux rémunéré. Ça contribue au changement de système que nous souhaitons mettre en place. Dans cette logique, il y a la volonté de mettre en place des plans de filière qui vont plus raisonner amont-aval. Ça, c'est un autre point important, c'est-à-dire si on continue à raisonner baisse des coûts en amont et se dire que forcément on va continuer à avoir l'aval qui va imposer des baisses des coûts, jamais on ne pourra faire aucun changement. Si on demande aux interprofessions de travailler pour celles qui sont déjà en incluant la distribution sur l'ensemble de la filière,
celles qui ne le sont pas, d'inclure aussi la distribution dans leur réflexion, de travailler à la construction du prix, d'un prix qui soit équitable. Là, on va pouvoir commencer à discuter et on pourra peut-être aussi discuter sur, bah oui, les prix du carburant, quelque part, il faut qu'ils incluent le coût du carbone. Le coût du carbone n'est pas pris en compte par le marché. Si on ne le prend pas en compte, on pourra mettre en place tous les discours qu'on veut, alarmistes, les scientifiques pourront faire autour de rapports qu'ils voudront, ça ne sera pas pris en compte dans les comportements des acteurs économiques. Mais bien sûr, pour que ça marche, il faut que l'ensemble de la filière, jusqu'à l'aval, le prenne en compte. Alors, cette focalisation sur la construction du prix, donc elle a beaucoup mobilisé les politiques ces derniers jours. Hein, donc vous avez tous suivi les États généraux de l'alimentation. Ce n'est pas le seul aspect. Et donc, les États généraux de l'alimentation ont fourni beaucoup d'autres préconisations. Et donc, je vais revenir un petit peu plus sur les sujets qui vous intéressent aujourd'hui. Dans ces préconisations, il y a le retour au territoire, justement. Le fait qu'on va mettre plus de proximité. Alors, il ne s'agit pas de revenir à l'économie du Moyen-Âge, à faire de l'économie locale, etc. Il s'agit de dire que l'ancrage dans les territoires, notamment par les circuits de commercialisation, c'est un facteur de résilience qui permettra après d'aller à l'export, d'aller conquérir de nouveaux marchés, etc. C'est de ne plus penser les choses de manière scindée, mais de penser d'abord ancré dans les territoires. Et de développer aussi les aspects non alimentaires. Donc, aux États généraux, il y a eu un atelier, l'atelier 3, qui était consacré à la bioéconomie, qui a permis d'explorer un certain nombre de possibilités sur lesquelles vous avez un rôle à jouer. Donc, la conviction de la DGPE et du ministère de l'Agriculture, c'est que vous, entrepreneurs, vous êtes au centre de ces transformations. Et donc là, je ne vous dis pas ça pour faire un petit peu du serrage de pompe, hein, c'est parce que vous êtes au cœur d'un changement où vous apportez un service de plus en plus spécialisé qui va permettre de faire mieux, qui va permettre, je dirais, de passer du prêt-à-porter ou sur-mesure. Vous êtes capable, vous connaissez les territoires, vous êtes très outillé, vous êtes à la pointe des techniques, vous êtes capable d'apporter un service sur-mesure qui va permettre d'adapter les modèles aux caractéristiques locales. Alors la France donc, a mis en place l'an dernier une stratégie nationale bioéconomie dont le plan d'action a été élaboré en début d'année, a été validé avec une cinquantaine d'actions. Partant du constat qu'aujourd'hui, on a un potentiel des bioressources qui est sous-valorisé. Alors, on parle souvent de la filière bois, effectivement, donc prélèvement qui est plus faible qu'à moitié, à peu près 50% de l'accroissement naturel. Il y a toute la question des coproduits, des gaspillages de l'industrie agroalimentaire. Vous êtes au cœur de ça parce que vous êtes au cœur d'un des enjeux fondamentaux de la bioéconomie qui est, on a une biomasse qui est très hétérogène, très dispersée. Comment est-ce qu'on peut efficacement, au niveau économique, la collecter et ensuite la transformer. Donc les solutions, elles sont dans des outils de la décision, mais aussi dans de la mécanisation, dans les méthodes de travail, dans une façon d'organiser de la collecte sur le territoire, et c'est au cœur de votre métier. Alors là, c'est de la vraie économie, c'est-à-dire que ce n'est pas que, encore une fois, un délire de bobo, ce n'est pas quelque chose qui est complètement abstrait. Il y a des marchés, il y a des possibilités de trouver des clients. On a évoqué tout à l'heure les matériaux, la chimie verte. Encore une fois, il faut que le système bouge dans son ensemble. Donc, l'ADEME finance beaucoup de projets d'innovation. On est toujours dans la question de comment franchir la vallée de la mort. Comment est-ce qu'une fois qu'un projet est sur des laboratoires, on a les entrepreneurs qui s'en saisissent. Et la solution, elle se trouve dans l'hybridation entre des entreprises un peu classiques, qui sont les vôtres, et les startups. Ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Donc, c'est vrai que les projets d'innovation sont en plus réorientés sur l'articulation entre les entreprises issues du numérique et les entreprises qui sont plus classiques, parce qu'on pense que c'est là que la valeur va se créer. On en a de plus en plus d'exemples dans l'agroalimentaire, et dans votre secteur, il y a probablement énormément à faire. Je citerai, alors tout à l'heure, on a cité quelques chiffres sur le commerce extérieur de la France. Un chiffre que j'aime bien citer, c'est à peu près notre déficit énergétique. Il est à peu près égal à l'inefficacité énergétique, c'est la différence entre consommation finale et production primaire, notamment parce qu'il y a des pertes thermodynamiques liées aux déperditions de chaleur, aux transformations énergétiques. Donc si on arrive à être plus efficace au niveau de la production d'énergie, et ça passe par une articulation fine avec les ressources du territoire, quasiment, on peut effacer le déficit énergétique. Alors évidemment, c'est un peu une vue de l'esprit, mais ça donne un petit peu l'idée que c'est pas rien. C'est à peu près 100 millions de tonnes équivalent pétrole, donc c'est pas rien. Et puis il y a un secteur aussi qui fait partie de la bioéconomie. Alors il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est que la bioéconomie exactement. Moi, j'en ai une définition très vaste, c'est y compris les services. Le génie écologique, on n'en a pas parlé. Les écolos ne sont pas là que pour imposer des contraintes, ils sont aussi là pour proposer des solutions, pour modeler différemment les paysages, limiter les risques. Alors limiter les risques, c'est le rôle des collectivités, vous travaillez beaucoup pour les collectivités.
on sait qu'il y a des façons d'organiser la protection de l'eau, la protection des terrains en montagne, etc., qui mobilisent des techniques qui peuvent énormément être efficaces économiquement, socialement. Ça crée des paysages plus intéressants, ça crée du tourisme. Alors ça, quand je le dis à mes collègues, des fois, le tourisme, c'est important, c'est partie de la bioéconomie en général. Il y en a qui rigolent. Le tourisme, c'est à peu près 1 million d'emplois en France. Le tourisme issu des paysages, de la nature, c'est à peu près 150 000 emplois. Donc, ce n'est pas complètement négligeable et il y a un potentiel non négligeable. Donc, la bioéconomie, c'est pareil. Ce n'est pas que de la bioraffinerie, ce n'est pas que du bois énergie, la méthanisation. Évidemment, il y a encore un potentiel important, mais c'est tous les services qu'il y a autour. Et vous, entreprise, vous avez un potentiel également pour développer les techniques de génie végétal et autres qui peuvent créer, l'estimation, c'est de l'ordre de 300 à 400 000 emplois. Alors, vous avez eu beaucoup de débats aujourd'hui sur l'évolution des machines. Et alors, j'ai vu que dans le programme, vous avez assez habilement mêlé un petit peu la thématique générale machine, mais finalement, ça a permis de glisser les questions de changement climatique et de bioéconomie. Alors, c'est sûr que sur ce point, il y a des mutations assez importantes à prévoir. Et encore une fois, on a cette question de la transition entre les laboratoires et la pratique. Donc, on en a évoqué quelques exemples autour de qu'est-ce qu'on va faire si on développe beaucoup l'agroforesterie et autres. Il y a la question des données, qui est une question absolument fondamentale, sur laquelle le ministère se penche actuellement. Alors, il y a eu plusieurs rapports qui ont été produits, notamment le rapport Bournigal sur la création de portails de données agricoles. La profession agricole s'est dotée de réflexions, d'une charte, etc., sur les données. Le numérique, c'est comme toute grande modification profonde, c'est capable du meilleur comme du pire. L'idée, c'est que ça génère plus d'opportunités que de contraintes. Ça peut générer des contraintes, ça peut générer des dangers pour vos entreprises. On a beaucoup parlé de la question de la propriété des données qui pourraient être manipulées par des grands groupes, qui après pourraient avoir un pouvoir réel sur le comportement, notamment des agriculteurs et aussi de vos entreprises. Inversement, c'est une source de création de valeur, c'est une source de différenciation, c'est une source de créer un service qui soit plus pointu, qui soit meilleur. Et donc aujourd'hui, le ministère a fait de ses priorités l'élaboration de cette feuille de route qui devra donner quelques pistes sur l'amélioration de la réglementation relative notamment aux données, relative à la sécurité des machines, puisque de plus en plus les machines vont être automatisées, donc il y a une forte demande en termes de normalisation, de réglementation sur la sécurité des machines. Donc ça, c'est un sujet qui va être pris à bras-le-corps dans les prochaines semaines. On y travaille déjà à travers la feuille de route du numérique. Donc, au-delà d'innovation, il y a la formation. Alors, j'ai été dans une vie antérieure directeur de la formation et de l'apprentissage en région. Et j'aurais plaisir, Monsieur le Président, à parler un peu plus avec vous tout à l'heure parce que je suis assez sensible à ces sujets-là. Alors, je rappelle que le ministère de l'Agriculture a une chance. C'est un héritage de Colbert. C'est qu'on est un petit État dans l'État encore. On a eu pendant longtemps les haras nationaux. On a encore l'enseignement agricole. Je rappelle, l'enseignement agricole, c'est un maillage territorial. C'est comme vous, c'est dans les territoires. Ça assure plusieurs fonctions de former des futurs professionnels de l'agriculture. Ça assure de la vie dans les territoires. C'est aussi une fonction d'expérimentation de nouvelles formations, de plus en plus d'outils de simulation par rapport à la sécurité des machines. C'est quelque chose de très important. Et le ministère met des moyens en lien avec les régions en charge du financement des équipements. Donc ça, c'est un élément qui sera aussi très important dans le futur pour adapter. On sent que l'adaptation va devoir se faire de manière un petit peu accélérée. Et le ministère a cette chance, et il faut que vous appuyiez aussi dessus. Et entre direction de l'enseignement et de la recherche et des GPE, nous avons également un chantier sur harmoniser davantage nos politiques et rendre la formation réellement adaptée aux besoins du monde économique. Les outils numériques, évidemment, ont aussi un rôle très important à jouer sur le développement de la filière bois. Donc, régulièrement, on constate qu'il y a une sous-valorisation du potentiel de la filière bois. C'est un des éléments de déblocage importants. Un des éléments, c'est que aujourd'hui, il y a des questions de certification. Les acheteurs sont très demandeurs en termes de certification. Et il y a des questions d'articulation entre les différents niveaux de la filière. Les outils du numérique offrent des potentialités en la matière et figureront également au titre de la feuille de route. Mais au-delà de tout ça, il y a l'humain. Au-delà de tout ça, c'est plus de numérique. Ça ne sera pas la coup de baguette magique. On a peur que le numérique supprime beaucoup d'emplois. Je pense que le numérique sera plus exigeant en termes d'humain, c'est-à-dire de confiance, de fiabilité, de compréhension de l'autre, parce que de plus en plus, on va faire du sur-mesure et lié à l'individu. Donc, c'est encore une fois une possibilité de menace, mais c'est aussi une opportunité de remettre un petit peu l'humain au cœur.
Alors, je vais revenir aux considérations un petit peu plus terre à terre et au message que vous avez passé, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie encore de votre franchise et de la façon très claire dont vous avez exposé les questions. Donc, vous le savez, donc, il y a une volonté du gouvernement de remettre un petit peu à plat un certain nombre de points sur la fiscalité des entreprises. Alors, évidemment, le monde n'est pas parfait, on ne peut pas faire table rase, on ne peut pas tout décider d'un seul coup. Donc, l'idée générale, il faut quand même la rappeler, c'est quand même l'idée de donner plus de transparence, ce qu'on appelle en anglais level playing field, c'est-à-dire de faire que le jeu soit égal pour tout le monde, et notamment dans une problématique où on est sur des marchés internationaux où les gens n'ont pas forcément les mêmes règles selon le pays auquel ils appartiennent. Donc ça, c'est l'idée générale, et après, évidemment, le diable est dans les détails. Hein. Et donc, évidemment, on ne peut pas d'un seul coup décider d'imposer une nouvelle taxe, de décider une petite mesure, mais qui finalement va impacter fortement un secteur, parce que du coup, il va se retrouver traité de façon discriminatoire par rapport à un autre secteur. Donc c'est ce que vous évoquez notamment par rapport aux questions de travail à façon, d'exploitation agricole, etc. Donc tous ces points-là, ils ont été entendus. Vous participez à un groupe de travail sur le sujet. Le ministère de l'Agriculture, comme il le fait sur d'autres sujets, comme les biocarburants, comme des sujets qui sont vraiment importants pour maintenir la compétitivité de l'agriculture, prendra ses responsabilités et participera activement aux travaux interministériels sur le sujet. Et en tout cas, l'idée générale, c'est quand même, et je souhaite vraiment le rappeler parce que c'est important, effectivement, il y a tout un travail technique et tout un danger qu'on a à modifier un système qui marche pour imposer quelque chose qui est dicté parfois par ce qui peut sembler dogmatique, mais avant tout, c'est la finalité globale, c'est de redonner une visibilité et de simplifier le système fiscal de manière à ce que les règles soient plus claires, plus transparentes. C'est la finalité générale et encore une fois, le ministère de l'Agriculture, dans les travaux interministériels sur le sujet, sera particulièrement vigilant à toutes les spécificités de vos activités. Alors les réponses, elles sont aussi au niveau européen, hein, donc puisque la politique agricole relève essentiellement du niveau européen. Donc on a une échéance très importante, hein, qui est la préparation de la nouvelle PAC, qui sera donc une occasion de revenir aux sources de la PAC. Hein. Je rappelle que dans les sources de la PAC, il y avait évidemment nourrir l'Europe à l'époque, mais il y avait aussi assurer un revenu décent aux agriculteurs. Il y avait aussi préserver la terre, hein, préserver la terre pour les générations futures. L'idée de la PAC, c'est celle-là, c'est de revenir un petit peu aux sources et se concentrer sur les effets, sur le fait d'avoir un marché qui fonctionne de manière efficace. C'est-à-dire que c'est vrai que la PAC, avec des bonnes intentions, a introduit un certain nombre de distorsions qui progressivement ont abouti à des situations qui n'étaient pas efficaces économiquement. Donc il faut progressivement revenir un petit peu au cœur du fonctionnement des marchés. Hein. Les marchés, pour être efficaces, il faut qu'ils soient transparents. Il ne faut pas qu'ils soient perturbés par des incitations qui soient négatives. Évidemment, au cœur de la PAC, il y aura la gestion des risques, parce que là, pour le coup, c'est une efficacité des marchés qui est intrinsèque à l'activité agricole. Il faudra aussi la rénover dans ses aspects environnementaux. Donc le ministère de l'Agriculture, sur ce point-là, sera très vigilant à ce que la future PAC soit simplifiée par rapport à ça dans sa mise en œuvre et qu'elle réconcilie les objectifs environnementaux de durabilité, parce que c'est aussi pour les générations futures et pour l'efficacité à terme de la production agricole, mais aussi en tenant compte du réalisme économique. Enfin, sur les politiques européennes, nous avons réussi à obtenir des assurances qu'il y aurait un budget innovation recherche dans le futur programme cadre FP9 qui s'appellera Horizon Europe, qui sera doté assez significativement sur le volet agriculture, forêt, bioéconomie, donc ce qui est un point qui est extrêmement positif et qui sera très bénéfique pour notre pays. Donc en conclusion, je voudrais réitérer encore mes remerciements de m'avoir invité et de vos propos extrêmement clairs, ces débats extrêmement riches auxquels j'ai pu assister. Je rappelle, donc, vous avez vraiment votre place dans la transformation des territoires. Je suis très sensible au terme territoire parce que c'est vraiment le lien à la terre. Hein, c'est la citation que j'ai souhaité vous donner au début. C'est vraiment le fait qu'on a l'impression que de plus en plus ces nouvelles technologies nous mettent un petit peu hors sol. Là, on est tous connectés. On a l'impression qu'on va s'abstraire de nos corps et de notre appartenance à la terre. Mais ce n'est pas vrai. La terre, c'est un peu notre fondement. Et le principe d'un développement économique équilibré, c'est de garder un lien à la terre et de l'ouverture. C'est la cohésion, l'ouverture. On a eu un discours ce matin sur la compréhension de la Corse. Et je crois que c'était très éclairant par rapport à ça. On est plus fort quand on est enraciné, quand on a une culture. Mais il faut avoir cette ouverture, ce réalisme et ne pas oublier la performance à l'international, puisqu'on est dans un monde en mouvement. On a les atouts pour y garder toute notre place, mais il faut trouver ce lien entre la terre et la compétitivité. Je vous remercie. Merci. Mais écoutez, venez. Moi, je vous remercie de ces propos.
certes orienté, et nous ferons en sorte de mettre les entreprises vers ce pas-là. À la fin de vos propos, vous êtes revenus sur nos interrogations et nos doléances, et je compte sur vous, bien entendu, pour convaincre toute l'équipe de faire en marche arrière par moment, ou du moins de réexaminer nos doléances. Et pour vous en souvenir, mais c'est au cas que vous oubliez, parce que bon, vous avez l'avion à prendre, vous avez un petit livre. On sait qu'il ne faut jamais offrir quelque chose à un représentant du ministère. Mais exceptionnellement, on le fait tous les ans. Donc c'est un livre sur les plantes de Corse, et on revient à la Corse avec les plantes également méditerranéennes et autres. Et je l'ai feuilleté un peu. J'aimerais bien qu'on me l'offre, mais bon, c'est un message que j'ai balancé. Je vous le remets pour faire le voyage de retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Mais écoutez, ça y est, c'est fini. Je crois que d'ici 10 minutes, j'aurai sorti ma cravate. Et je serai comme vous, je respirerai un peu mieux. Parce qu'en plus de la chaleur dans la salle, nous, on a la chance, on a les UV. Alors je parle, il y a certains crânes qui ne les ont pas. Nous, ici, ah oui, il y en a un qui est... On est tous très protégés, sauf un, mais c'est vrai que, je ne sais pas si tu te voyais, tu es bien rouge. Moi aussi, vous le comprenez. Je voudrais terminer maintenant ces 2 journées de travaux, avant la belle journée de demain que nous aurons. Ces journées de travaux qui, certes, font on l'a bien vu, compte rendu d'activité. L'activité, c'est le résultat de l'activité de la précédente année et qui a été riche. Et riche parce qu'on a des hommes et des femmes qui se donnent beaucoup. Vous êtes des hommes et des femmes qui se donnent beaucoup pour notre profession. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les entrepreneurs, je tiens à ce que vous applaudissiez à vous d'abord parce que vous êtes là et vous avez envie de défendre la profession.